Bonjour à tous et merci d'être là. Je prends la parole peu de temps pour vous présenter les intervenants qui sont venus relever ce défi de ces premières rencontres sur le thème de la poésie contemporaine ici dans votre université populaire. Donc Djamel Mescache qui est là en tant qu'éditeur, parce que Djamel a créé et dirige toujours les éditions Tarabuste, dont il s'occupe activement avec Claudine Martin qui est dans la salle, et Tatiana Lévy qu'on peut saluer parce qu'elle est en train d'imprimer les livres, elle, on peut dire. Vous êtes installé à Saint-Benoît-du-Sault, dans l'Indre-et-Loire. Dans l'Indre. Dans l'Indre, pardon. Dans l'Indre. Dans l'Indre, c'est le département d'à côté. Excuse-moi. Dans l'Indre. Donc merci d'être venu jusque-là. Djamel, tu nous parleras tout à l'heure de ta maison d'édition et de ton parcours d'édition. Et l'autre éditeur qui est avec nous ce soir, c'est Annick Vinet. Donc Annick, elle est là au nom de l'Atelier des Grammes, qu'elle a rejoint il y a déjà beaucoup de temps et dont elle assure maintenant toutes les responsabilités et la plupart de toutes les tâches, depuis les choix des poètes édités jusqu'à la conception et à la réalisation des livres. Donc Annick, toi tu nous en parleras aussi tout à l'heure après la pause. Et puis, donc l'Atelier des Grammes, pardon, j'ai oublié de préciser, est à Gigondas dans le Vaucluse. Jean-Louis Giovannoni, qui est juste à côté de moi, est poète et essayiste aussi. Poète. D'autres choses dans la vie. Et Jean-Louis, je suis très très heureuse qu'il ait accepté de venir parce que c'est vrai que nous avons partagé ensemble beaucoup de rencontres, des soirées de poésie. Dans le parcours professionnel qui m'a permis d'aller dans différentes bibliothèques. Et donc Jean-Louis, ce soir, va parler poésie et édition lui aussi. Il assurera une lecture demain d'un ou de plusieurs livres qu'il a écrits. Ce soir, Jean-Louis a accepté en plus de lire les autres. Voilà. Donc la soirée va se dérouler ainsi. D'abord un premier temps d'échange autour de ces deux mots, poésie et résistance, qui sont les mots qui nous ont amenés jusqu'à vous et qui sont des mots essentiels pour les personnes qui sont ici présentes. Et après c'est une petite interruption, donc Annick d'abord, puis Djamel nous présenteront leur maison d'édition et leur choix et leur façon d'avancer dans leur démarche d'éditeur. Voilà, alors, on va attaquer comme ça tout de suite, puisque pratiquement on est dans les horaires habituels de l'université populaire. On est ici pour parler de poésie, et la première question, bien sûr, elle est toute simple, c'est quoi la poésie, et elle est où la poésie, et comment sait-on qu'on est face à un texte de poésie? Voilà. Alors d'abord toi, parce que c'est toi le poète. Et bien sûr, toutes ces questions, c'est intéressant si vous, dans la salle, vous réagissez un peu. Alors, je me tourne vers Djamel parce qu'il est effectivement éditeur de poésie et confronté à la poésie aussi, donc un ciel long quand même. Ne te cache pas comme ça. C'est une question effectivement complexe, épineuse, on peut le dire. Grosso modo, tu me demandes comment on reconnaît ce qui serait poétique et ce qui ne serait pas. Pendant longtemps, on avait la référence du vers, oui. Bel Alexandrin, des rimes. Et bien, tout à l'heure, on montrait déjà ce que Mallarmé a fait de la page et du poème. Ce que Apollinaire en a fait. Ce que Apollinaire a fait aussi de la poésie, on peut dire un peu que c'est autour d'Apollinaire, de Sandrars à un moment donné aussi, que la poésie dite vers libre est apparue. Et c'est effectivement à ce moment-là, il y a une porte immense qui s'est ouverte en poésie.
mais ce qui ne veut pas dire que, on en parlait tout à l'heure entre nous, que la versification, la métrique, comme on disait dans le temps, ne soit pas présente dans la poésie contemporaine. On aura peut-être même l'occasion d'en parler plus tard. Ce qui se distingue, c'est extrêmement difficile à répondre qui distingue le poème de la poésie, puisqu'elle a pris effectivement au cours du temps. Et alors là, il faudrait faire un historique carrément de la poésie contemporaine française, mais internationale aussi, et pour voir toutes les formes qu'elle a pu prendre. Et je crois qu'on pourra en parler tout à l'heure dans la discussion, à la fois dans la forme, dans le livre, mais aussi on y reviendra sûrement aussi, poésie sonore, poésie lettriste, poésie visuelle. Donc elle a pris des formes très différentes et elle prendra d'autres formes, à mon avis, elle explorera d'autres formes. Alors ce qui caractérise quand même plus particulièrement la poésie, par rapport à quoi? Il faudrait la définir par rapport... on est obligé de la définir par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à la prose, puisque c'est quand même souvent la discussion, c'est vraiment la question, ça tourne souvent autour de la différenciation entre prose et poésie. Alors, je ne vous apprends pas non plus qu'il existe de la poésie en prose. Ça, c'est aussi dès le démarrage du vers libre, est apparue aussi la poésie en prose. Donc, c'est pas ça qui la distinguerait. Qu'est-ce qui la distinguerait? Moi, c'est moi qui m'engage à dire ça. Peut-être une sorte de condensation, une espèce de raccourci, d'urgence peut-être, ou si ça dépend des poètes, qu'il y a dans la poésie. En tout cas, la condensation, la concentration des images, travaille sur les rythmes aussi, mais nous avons aussi des prosateurs qui travaillent avec des rythmes et qui ont des images aussi concentrées. Donc vous voyez, là, on travaille sur un fil là, dans la différenciation. Et tout à l'heure, on se donnait une image lors d'une autre discussion sur ce même sujet. Un ami qui s'appelle Pierre Villard, qui est un grand spécialiste de la poésie contemporaine, il comparait la poésie à de la boxe. Ça peut paraître assez étrange, mais la boxe, c'est-à-dire, c'est direct, une attaque directe. Et dans ces discussions-là, puisqu'il y avait un prosateur, Arnaud Bertinac, qui est un jeune romancier, lui voyait justement une différence énorme pour lui. Vous voyez dans la prose quelque chose qui se dépliait, quelque chose qui faisait un parcours, or que la poésie a tendance à se concentrer. Dans ma pratique d'écriture, moi je le vois bien, puisque j'ai aussi travaillé sur de la prose. Ce n'est pas du tout le même travail pour un poète. Dans l'écriture poétique, il y a une espèce je le répète, condensation c'est pas le mot essentiel, parce que ça j'aime pas ce mot-là, mais quelque chose qui rêve en prise directe, avec l'émergence des mots, et qui serait aussi, qui travaillerait la langue, qui est dans le travail de la langue, dans le moment où elle émerge, cette langue, dans l'écriture, et non pas pris dans une forme, j'allais dire, où il y a nécessité de faire apparaître un personnage, de faire apparaître un récit. La narration dans l'écriture poétique, il y en a. Ça raconte quelque chose. La poésie ne dispose pas seulement des images ou des formes, elle raconte quelque chose, mais cette narration n'a peut-être pas ce suivi, ce dépliement que la prose organise à travers son récit, à travers ce qu'elle a à dire. La poésie n'a peut-être pas forcément à dire, elle a peut-être à faire entendre, par exemple. Évidemment, quand je vous parle, je pense à des tas de poètes. Quelquefois, ce n'est pas du sens, mais du son qui met en place, qui active du sens. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, d'une matière brute qui se met en mouvement, qui peut être affinée, parce qu'il y a des poètes extrêmement ciselés, mais en tout cas, il y a toujours une matière comme ça qui travaille dans plusieurs directions.
sur plusieurs étages en même temps, je dirais, dans la poésie. Donc c'est quelque chose qui tape, hein, c'était une expression. Et c'est un travail sur la langue, un lieu d'expérimentation. Oui. Tu es d'accord avec ça, Jamel? Alors moi, vous allez me demander pourquoi je suis venu, je ne sais pas ce que c'est. Ah. Et pour me donner un peu de courage, j'ai décidé de me faire accompagner dans cette intrusion dans le monde des poètes par un poète tout près de chez vous qui s'appelle Louis Calafert, que vous connaissez peut-être comme prosateur par ailleurs, mais qui a écrit une 50aine de livres de poésie. C'est vous dire combien je ne sais pas ce qu'est la poésie, puisque mes contemporains ne savent pas que Louis Calafert est aussi poète. Donc j'ai à côté de moi un petit livre de poésie, un petit parce qu'il ne fait qu'une centaine de pages. Louis Calafert est habitué des livres qui font 400 pages. Et chaque fois que j'interviendrai, j'essaierai de vous lire une demi-page. Voilà. Donc je prends au hasard, je commence à la page 68. Vous verrez qu'à la fin, vous n'en saurez pas plus que moi sur la poésie. Je reçois 750 manuscrits par an. J'en édite 35. Je sors 3 revues et une dizaine de livres dits d'artistes. Et je ne sais toujours pas ce que c'est que la poésie. Je ne tranche pas, je découpe. Même les médecins sont d'accord là-dessus. J'ai un cœur de jeune homme. Alors comme ils sont petits, ils occupent les premières places. C'est normal. Quand j'ai éventré les Champs-Élysées, quand j'ai incendié la gare Saint-Lazare, quand j'ai miné l'Arc de Triomphe, quand j'ai fait sauter la Sorbonne, quand j'ai pillé le Sacré-Cœur, quand j'ai ravagé les Tuileries, quand j'ai abattu l'Obélisque, quand j'ai démoli le Panthéon, quand j'ai dynamité les Invalides et que j'ai mis Paris en poussière, ça m'a pris une semaine, mais j'ai bien rigolé. Alors, à raison de 300 grammes environ par jour, depuis que l'âge de 4 ans, j'ai mangé 5584 kilos de viande, soit à peu près une dizaine de bœufs et une douzaine de veaux. À moi tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est ce que je reçois et que je ne sais pas classer, je ne sais pas définir, justement, parce que je sens bien que ça n'est pas de la prose. Je sens bien que ce n'est pas du roman. Je veux dire, quand je lis Houellebecq, il y a des moments de fulgurance poétique, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que au début, Houellebecq, quand on fréquentait et qu'il était encore fréquentable, il faisait de la poésie. Mais quand j'ai fini Houellebecq, je sens bien que ça n'est pas de la poésie. J'ai vécu un moment d'excellence dans l'écriture, mais ça n'est pas de la poésie. Alors, si vous êtes curieux, vous faites comme moi, vous vous dites, mais alors qu'est-ce qui fait qu'il y ait des livres de poésie qui soient édités? Et pourquoi ça s'appelle poésie? D'abord, pourquoi, quand ça s'appelle poésie, pourquoi c'est inexistant? Pourquoi c'est caché? Quelle honte y a-t-il aujourd'hui pour un poète à exister de manière, j'allais dire, visible? C'est-à-dire pas forcément venir à Villefontaine, au fond d'une université, pour dire je suis poète, mais que ça soit affiché à la FNAC de Lyon, à celle de l'île d'Abo, il n'y en a peut-être pas à l'île d'Abo de la FNAC. Mais... Puis à Paris, parce qu'à Paris, on a rarement des publics aussi nombreux que le nôtre. La dernière fois qu'on a fait une apparition à Paris avec Claudine Martin, avec un auteur assez connu, très parisien d'ailleurs, puisqu'il fréquente Beaubourg, et c'était à Beaubourg, qui était tout sauf beau, le bourg. Nous étions 7. Alors si vous enlevez la femme de l'écrivain, notre fille, on n'était pas nombreux. Et on met beaucoup de temps à traverser la banlieue en train. Donc c'est vous dire si je suis flatté de vous voir si nombreux ce soir. Je me dis que ça c'est aussi de la poésie. C'est-à-dire quelque chose d'incroyablement incompréhensible qui fait qu'une production qui vient du cœur, et je vais utiliser là un mot un peu incongru, qui vient de l'âme, puisse émerger, exister et faire que l'on communie, on partage, on résiste. Alors, M. Morin m'achète de temps en temps une revue au marché de la poésie, hein? Ben, c'est de la résistance aussi.
Mais vous vous rendez compte qu'il faut quand même être un peu poète pour faire ce qu'on fait. 500 km pour venir vous rendre visite. Et ça, c'est encore de la poésie. Et je ne sais toujours pas ce que c'est que la poésie. Alors on m'a dit que ça avait à voir avec la forme. Moi j'ai des aïeux qui sont nés dans le désert et qui faisaient déjà de la poésie. Elle était versifiée, elle était même très millimétrée puisque ça ne devait pas excéder, comme disaient les Anglais, le 10e de pouce. Et alors, en versifié en fonction des voyelles, c'est-à-dire que certains poèmes étaient finis avec un L, d'autres finissaient... Ah, s'il y en a dans la salle qui sont un peu comme moi, originaires du Sud, ils savent de quoi je parle. Et cette poésie existe toujours. Et elle a toujours ses adeptes qui se réunissent par millions dans les stades. Alors, c'est un peu comme les fourmis, si vous voulez. Les fourmis existent depuis des millions d'années et ils font toujours les mêmes choses. Sauf que l'on ne peut pas parler des fourmis comme on peut parler de la poésie. Parce que la poésie est un lieu où s'élabore la langue. C'est d'abord ça. Ça n'est pas une reproduction systématique, bien sûr il est de la grammaire, de la syntaxe, etc., d'un discours actif qui aurait pour but, voire pour sens, d'indiquer une communication de type verbal. La poésie, c'est quelque chose d'abord que je ressens. Alors des fois c'est le son qui me guide dans la poésie. Et là on parle de poésie sonore, forcément. On pense à Jean-Pierre Bobillot et à ses copains. Mais bien avant Jean-Pierre Bobillot, on pense à Raoul Haussmann, on pense à Theo van Doesburg, on pense à Tristan Tzara, mais bien avant cela, on pense à Omar Khayyam, on pense à Aristophane, qui est un poète que vous connaissez peut-être. Alors, si ce n'est pas le son qui fait que je peux penser que c'est un poème, c'est probablement la forme. Comme disait Jean-Louis à l'instant, il y en a qui sont intéressés à la forme. Et là, on parle de poésie visuelle. Je vous conseille le très bon livre je ne sais pas si ça existe encore, ça. C'est la réunion des musées nationaux qui avait fait ce livre il y a quelques années, qui s'appelle Poésie et Poésie Patrie. Voilà, cherchez le nom. Ça, c'était épuisé. Où vous avez d'excellentes reproductions de ce qu'on a. Dans les bibliothèques. Pardon ? On les trouve dans les On bibliothèques. le trouve encore dans les bibliothèques. C'est un ouvrage qui est très épuisé, très fatigué. Le son, la forme, les artistes plasticiens se sont beaucoup intéressés à la forme du poème. Mais encore une fois, mes aïeux qui dessinaient les poèmes pour attirer la foudre du ciel sur le sable avec un bâton, c'était aussi de la poésie visuelle. Quand ça n'est pas le son, quand ça n'est pas la forme, ça ne peut être que guidé par la foi. Parce que là, franchement, quand j'entends le curé de mon village réciter sans bénédicité ou même le muezzin entonner sur la mosquée de Lazare à 6h du matin, une sourate, je ne sais laquelle, comme ça, dans le vide presque stellaire d'un matin sur le Nil, c'est aussi de la poésie. Finalement, si ce n'est pas du son, si ce n'est pas de la forme, si ça ne fait appel qu'à quelque chose qui est en moi, que je partage avec les autres, je ne veux pas dire qu'on forme une secte. Mais les poètes, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se rassemblent autour de quelque chose qui est de l'ordre d'eux-mêmes, qui leur donne espoir et fondement, qui leur donne envie de résister à ces espèces de lames incompréhensibles de fond qui viennent balayer toutes sortes de croyances, de balbutiements. Le poème, quand je le lis le matin, après je vais vous en lire encore un au hasard de Louis Calafert, ça me permet d'avancer en me disant je vais peut-être rencontrer beaucoup d'idiots, beaucoup de chiants aujourd'hui, mais ce soir, je me coucherai en ayant l'impression d'avoir avancé encore un peu. Et c'est ça la poésie. Alors si vous permettez, je vais encore vous lire un poème au hasard. Un jour, la page 92. J'ai peut-être oublié de citer ça, un ouvrage qui s'appelle Facsimilé. Et je l'ai pris parce que c'est un voisin de chez nous. Bas, be, gras, greux, merda.
Ça vous va comme ça? Je suis un bon chat. Poète, c'est vite dit. Et ce qu'on voudrait voir, c'est les poèmes. Son venin était la douceur même. Ça court peut-être les rues, mais sans moi. Il y a plus de 10 000 ans, je chassais l'auroch pour nourrir ma famille. Je ne devais pas trop mal me débrouiller, puisque la lignée a survécu. Je suis un écorché mort. C'est comme vous voulez. Mais je vous préviens, vous perdez au change. Quelqu'un veut bien reprendre le change? Merci, merci. Donc, on est dans le travail de la langue, essentiellement aussi. C'est une particularité qui n'est pas spécifique à notre époque. On a commencé bien avant. Tu parles dans le micro, oui. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire ce que représente pour vous le mot résistance en tant que poète? Est-ce que ça évoque une réaction? Tu te sens concerné, Jean-Louis? Oui, je me sens concerné, oui, tout à fait. La résistance, elle est dans le sens où nous vivons dans une époque où les mots se sont vidés. Les mots se sont aplatis. Les mots sont tellement utilisés tous les jours dans les informations, dans la publicité, enfin dans tout ce qu'on veut, de façon extra-plate, je vais dire. Information avec des métaphores qui ne sont plus des métaphores. Elles ne soulèvent plus rien du tout. Une métaphore, c'est quelque chose qui soulève de la matière, normalement, qui fait voyager, fait transporter. Je crois que même métaphore, ça va avec transport, ça nous transporte normalement, une métaphore. Tout ça est extra-plat, et l'écriture poétique, et ce qui peut-être est la poésie, c'est justement, ça a à voir avec l'enfance peut-être, c'est ce mécanisme d'étonnement. Étonnement devant tout, devant un ciel, devant une femme, devant son frigidaire ou n'importe quoi, peu importe, tout peut être sujet de poésie. Ça, c'est une chose importante aussi à dire en passant. Et la poésie, c'est justement cet étonnement, et c'est surtout, d'un seul coup, une façon de recharger les mots. C'est-à-dire de les entendre dans cette tentative qu'a l'homme, finalement, de rendre compte du monde. Parce que, finalement, les choses ne passent pas dans les mots. Regardez une montagne, elle ne tombe pas à l'intérieur de nous, tant mieux d'abord. Elle reste à l'extérieur. Mais pour faire sentir une montagne, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'est le travail du poète, pour moi. Pas seulement du poète, il y a des cinéastes, il y a des musiciens, il y a des tas de personnes qui vont nous raconter, plus particulièrement ceux qui montent sur les montagnes, qui parlent de leur... je prends la montagne, ça pourrait être l'océan, évidemment, qui se sont coltés à ces éléments, qui vont en parler, et qui vont avoir quelquefois, et même on trouve très souvent, je dirais, il y a de la poésie là-dedans. La poésie, c'est justement ce qui met en mouvement la langue. C'est ça qui, pour moi, est la poésie. Et c'est ça, la résistance. La résistance, elle est là, tout ce qui peut mettre en mouvement la langue, qui va faire qu'on va se remettre à penser aussi, parce que ce qui est visé, pour moi, dans l'idéologie actuelle, c'est empêcher de penser. C'est empêcher qu'il y ait une polysémie dans la langue, parce que c'est la langue unique, que c'est la langue, c'est le tronc commun. La poésie s'écarte, elle est toujours écart, parce qu'elle est justement dans l'étonnement, et que quand elle veut rendre compte de quelque chose, enfin elle veut écrire, elle est obligée de rentrer dans une certaine aventure de la langue. On parlait de laboratoire à un moment donné, ben oui, et que la poésie est un laboratoire de la langue. Un laboratoire, mais pas pour s'amuser à mettre n'importe comment les mots,
mais tout simplement parce que ce qui est à dire, ce qui est senti, ce que disait Jamel est tout à fait vrai, ce qui va faire vibrer une personne, eh ben, il faut un matériau qui puisse faire ressentir, qui puisse toucher. Effectivement, moi, c'est ma définition de la poésie. La poésie, pour moi, elle est faite pour toucher les gens, dans tous les sens du terme, émotionnel et physique. Il faut qu'elle touche. C'est-à-dire qu'on sente quelque chose qui fait qu'il traverse les mots. Les mots, c'est pas seulement des sons, c'est pas seulement une écriture, c'est aussi quelque chose qui se transporte, qui se met en mouvement. Les mots, c'est du mouvement, c'est du déplacement. La langue, c'est du déplacement perpétuel. Donc la poésie, effectivement, est une résistance dans un langage unique, dans quelque chose qui a tendance à fixer, à rendre conventionnel un certain nombre de trajets. C'est-à-dire que quand on écoute les informations, la langue qui est employée est une langue toujours à peu près la même. Elle ne tape pas autrement. Il n'y a aucune invention, parce qu'il n'y a rien qui passe que de l'information. Voilà un peu Donc la langue, effectivement, poétique est par excellence, et c'est pas seulement maintenant, c'est pas Ça a maintenant. toujours été. En 2011, c'est, comme tu disais, on remonte des gens qui n'écrivaient pas, qui n'écrivaient pas sur du papier, je veux dire. Ils étaient en train d'établir un rapport au monde où ce que les hommes font comme geste, comme parcours, ce qu'ils ressentent, n'est pas rien. En fait, la poésie dit quelque chose de très simple, ce n'est pas rien ce qu'on vit. Ce n'est pas rien ces mots qui sont là. Et tout à l'heure, on écoutera des poètes, différents poètes, on va s'apercevoir que ce qu'ils racontent, ce n'est pas rien. Et puis ils le disent dans une langue qui est la leur finalement. Parce que finalement, être poète aussi, c'est inventer sa langue. Voilà, pour l'instant. Alors, oui. Annick, tu ne veux pas dire ce que c'est que la résistance, pour toi ? Alors, Annick, elle vous écoute. Je vous écoute C'est passionnément. vous qui avez la parole. Résister, c'est un très très beau mot de la langue française. Il est formé comme tarabusté, sur résistare. Donc, ça veut dire quereller, ça veut dire empêcher de tourner en rond, ça veut dire chercher noise, quoi. Hein. Et je me suis longtemps demandé pourquoi la poésie était si lue chez les gens affaiblis, amoindris, chez les malades, à l'hôpital, en prison, et pourquoi elle se portait si mal chez les gens bien portants. C'est probablement une affaire de résistance, c'est que quand on est moins malade, moins perclus, peut-être moins fatigué, on se sent moins en position de demander de l'aide à ce qui, au tréfonds de soi, fait appel au tréfonds de l'autre. Moi, tous les matins, quand je lis de la poésie, je ne me dis pas ce poème m'émeut, émouvoir. Donc dans émouvoir, vous avez aussi le mouvoir, me. Je ne dis pas que ce poème va me sauver. Je me dis qu'il faut qu'il nous sauve. C'est une position de résistance. Autrement dit, pourquoi tous les matins se lever, faire tourner des machines dans le froid, pas gagner sa vie, je n'ai pas le droit de dire des gros mots aussi, mais vous voyez ce que je pense. Tous les matins, c'est relativement difficile. Vous savez, c'est bien plus confortable d'autres solutions dans la vie. Et c'est parce que tout simplement, c'est une question de résistance. Effectivement, je cherche noise à la société, qui ne veut pas de mes poèmes, par exemple. Donc un poète qui écrit, c'est un poète qui cherche noise, qui est un beau noiseur, ou une belle noiseuse. Il y a un titre de film comme ça, La belle noiseuse. C'est quelqu'un qui, en dehors du langage, a formé un système symbiotique de signes, de signification. Il a fait un corpus, une configuration de son être, de toutes les émotions qui composent son être, de ce que sa personne au monde veut dire aux autres,
il en a fait encore plus, et il le livre. Et il le livre de la seule façon possible aujourd'hui de livrer, c'est-à-dire le langage. Donc le poème, malgré tout, reste langage. Or, c'est un langage qui n'est pas comme tous les autres langages. Quand je parle avec mon maire de la façon dont il faut nettoyer les trottoirs pour que les crottes de chiens arrêtent de me faire glisser quand je vais chez le boulanger, je ne l'aborde pas sur le mode poétique. Quand j'aborde le mode poétique, c'est qu'il y va de ma vie, de ma présence. Je suis un poète quand je me maudis de ne pas partager avec mon prochain, presque sur un mode christique, enfin c'est presque religieux cette histoire. Il faut que je partage avec l'autre quelque chose qui vient du fond de moi. Ça veut dire que j'ai une sacrée croyance en moi, ou alors tout simplement ça veut dire qu'il faut que cette chose qui vient de moi, je lui dois une existence. Je lui dois absolument, c'est ma bouée de sauvetage. Un poème qui ne vous sauve pas n'est pas simplement un poème qui n'a pas réussi, c'est un poème qui ne résiste pas. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire encore une page de Luc Laferte. Alors, je prends au hasard toujours, 106. J'ai le bras long et tous les atouts dans ma manche. Il y a un revolver de révolte dans mes rêves. Si qu'on avait une seule fois le sacré culot de mettre son âme à nu devant le populo, c'est pour le coup qu'on verrait de l'obscène. Veillez à ce que je sois bien seul dans mon cercueil. Je n'y ai pas perdu que mon latin, j'y ai perdu mon temps, mon argent, ma jeunesse, mes forces, tout. De nos jours, c'est triste à dire, mais les jeunes sont aussi cons que les vieux. Dieu et moi, on a un petit secret ensemble. La jeune fille, elle a si jolie bouche. Au fait, est-ce qu'on a retrouvé le corps d'Abel ? Vous ne vous gênez pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Je chuchote. Comme ça fait plus mystérieux. Merci. Alors, on continue à avancer dans cette réflexion sur la poésie et sur la résistance. Alors, il y a quelque chose qui est un peu évident avec la poésie, c'est qu'elle n'est pas très connue, plutôt méconnue, quoique. Et il y a aussi une préoccupation par rapport à son accessibilité, sa diffusion. Donc, est-ce qu'on pourrait parler aussi de la poésie comme un espace d'édition particulier et qui là aussi propose différemment des livres différents avec une diffusion et une accessibilité éventuelle différente. Ça, c'est un souci. C'est un souci pour l'éditeur, ça. Oui. Mais je conçois que pour les autres catégories de la population, et peut-être même pour les auteurs, c'est moins un souci, parce qu'un auteur ne se soucie pas quand il écrit un livre, son premier souci, c'est de le faire éditer. S'il gagne de l'argent, après, c'est extraordinaire. De toute façon, je vous rassure, et enfin, je préfère prévenir les poètes tout de suite, c'est inespéré, enfin, c'est jamais arrivé en poésie, jusqu'à présent. Même ceux qui sont chez Gallimard depuis 1789 n'ont toujours pas fait fortune. Alors, pensez bien que ceux qui sont nés en 60. Mais c'est un vrai problème que le problème de la diffusion en poésie. Je ne sais pas s'il y a des bibliothécaires dans la salle. Il y en a une, en tout cas, que j'ai rencontrée tout à l'heure, qui achète de la poésie, je vous rassure. Si elles étaient plus nombreuses ou plus nombreux à acheter de la poésie, forcément, les éditeurs de poésie iraient mieux à mieux. Peut-être même qu'ils se priveraient du plaisir de venir vous rencontrer. Parce que vous viendriez en masse et en nombre, vous ruez sur les signatures de mes auteurs à la FNAC. J'en ai pas encore. Toujours est-il que la poésie, c'est généralement le dernier rayon au fond, à droite, juste avant les lavabos. Vous savez, là, et encore, c'est pas les dernières parutions. Parce
que celle-là, on n'en a pas encore parlé à la télé. Alors, la diffusion du poème. Eh bien, écoutez, il paraît qu'on est 500 en France à lire de la poésie. 5000 à savoir que ça existe. Et 5001 à en acheter un par an. Je vous dis que c'est pas vrai, parce que je ne vends plus de ça. Je ne peux pas me contenter de ce constat d'ignorance, parce que c'est pas vrai que la poésie n'est pas lue. La poésie est très lue. Simplement, à force de faire croire qu'elle n'est pas lue, ça va finir par arranger ceux qui ne veulent pas qu'on la lise. Tenez, je vous donne un exemple. Dans les bibliothèques, il y a quelques années, il y a eu un bruit qui courait, que tu as dû connaître aussi, Martine. Ça ne sort pas. Je pensais qu'on parlait d'animal, de furet, quelque chose. Non, mais ça ne sort pas. Vous arrivez dans une bibliothèque, bien pourvue en bâtiment, en population normale, à peu près correctement cultivée, éduquée, voire instruite, et qui vous reçoit, vous, petit éditeur, avec une pauvre valise d'Antoine Hémas, de James Sacré, de Louis Calfer, de gens un peu comme ça. Et on vous reçoit en vous disant: mon pauvre monsieur, mais ça ne sort pas. Faites la sortie. Et puisqu'on vous dit que ça ne sort pas, on ne peut pas l'acheter puisqu'elle ne sort pas. Je me suis intéressé à la question plus précisément, et donc avec des étudiants, nous sommes allés faire une enquête en sociologie. Alors on a bien vu qu'elle ne sortait pas, effectivement, mais alors ce qui nous semblait incompréhensible, en tout cas, il n'y avait pas besoin d'être Sherlock Holmes, c'est que le livre était sale. Alors comment expliquer que des livres bien rangés dans une bibliothèque qui ne sortent pas soient sales? C'est que probablement quelqu'un les touche. Je suis persuadé que si j'avais pris un microscope, on aurait repéré des traces de doigts. Si elle ne sort pas, nous avons posté des étudiants pour vérifier et comptabiliser cette histoire de chasse. Ben, figurez-vous, elle ne sort pas, mais elle est lue. C'est que le système est ainsi fait qu'un lecteur lambda n'a droit qu'à un certain nombre de livres, et que donc, comme au marché, il aime bien avoir 6 œufs pour le prix d'un. Et sortir avec une plaquette de poésie qui fait 36 ou 64 pages, c'est quand même pas rentable, surtout qu'ensuite il faut qu'il tienne avec pendant 3 semaines, je crois, 15 jours. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines en général en France, 3 semaines. En Angleterre, c'est 15 jours. 3 semaines avec un livre de poésie qui fait 64 pages, alors qu'il pourrait partir avec un Nettingurcel ou avec, je ne veux pas dire des noms un peu qui fâchent, moins intéressant, mais qui font 660 pages, qui pourraient tenir le dimanche, voire le dimanche d'après. On pourrait comme ça faire des après-midi extraordinaires à l'ombre d'un palmier ou d'un parasol. Le panier plein, le consommateur est content, mais bon sang, foutez-lui 12 livres de poésie pour un je ne sais qui, je ne veux pas dire de nom. J'ai déjà assez d'ennemis. Mais c'est vrai, hein. Foutez-lui 12 livres. Pour 12 livres de poésie pris, vous avez droit à une cacahuète, je ne sais pas. Faites du commerce. C'est un avis personnel, hein. C'est comme ça que je les vends mes livres sur le marché de la poésie. Vous prenez un calafert, je vous offre un Hémas. Vous êtes étudiant, je vous fais 30%. Vous êtes chômeur, 50%. Vous n'aimez pas la poésie? Écoutez, prenez 2 poésies, je vous donne un roman, gratuit. Ça s'achète à la paix. Vous allez au Maxi Libre, là-bas, ils les donnent. J'ai plein de romans, vous leur donnez, ça leur fait plaisir. Mais vendez la poésie. Les gens la lisent. La lisent. Elle est sale sur les rayons. Si elle est sale, c'est qu'ils la lisent. Postez-vous 5 minutes derrière une banque, comme ils disent. Allez chez Céline Keller. Postez-vous derrière la banque, vous allez voir qu'ils la lisent. Le rayon poésie est consulté, lu sur place, feuilleté régulièrement. Tous les livres sont feuilletés. Alors on ne sait pas ce que c'est, effectivement, comme c'est pas Paul Loup Solitzer, on ne sait pas qui c'est. James Sacré, vous pensez bien. Jean-Louis Giovannoni, corps à corps, ou quelque chose, qui a écrit quoi sur les attentats On ne sait pas, on ne les connaît pas. Donc forcément, on les feuillette. Et puis des fois, il y a des personnes qui s'attardent, qui les lisent.
et qui les lisent tellement vite, ça fend le cœur de partir avec alors qu'on vient de lire, que je pourrais partir avec 3 BD, machin, 12 trucs. Alors faites un effort, les bibliothécaires, hein. Donnez plus de poésie. Et faites connaître. Oui, je crois qu'il y a ça aussi qui est très important. Pour- C'est de pouvoir accompagner, conseiller. Parce que beaucoup de lecteurs, chez nous, effectivement, la poésie est empruntée en plus. Elle est peut-être lue sur place, effectivement, mais elle est beaucoup empruntée. Mais les lecteurs demandent énormément de conseils et ont besoin d'être accompagnés. Ça, c'est le rôle privilégié des bibliothécaires. Oui, mais j'allais dire ça, Martine, c'est qu'effectivement, il faut dire que toi, dans ta médiathèque, il y a eu énormément de rencontres avec les poètes. Hein, et que Il y a un très grand fond de poésie aussi, oui, qui donne envie de lire. Hein. Dans les années 80, tu as connu Jamel, il y a eu un frémissement autour des années 80 de la diffusion non seulement de la poésie, mais de la littérature un peu rare, enfin, justement pas la cavalerie ordinaire. Les libraires en avaient marre des offices de Gallimard et autres éditeurs. Ils se sont intéressés à des petits éditeurs. Et à ce moment-là, on a vu un phénomène, il faut dire aussi, il y avait le prix unique qui a été important, aussi le Centre national des lettres à cette époque-là, et maintenant du livre, qui effectivement a permis à ce que des livres difficiles, c'est-à-dire avec diffusion restreinte, puissent apparaître. Était financé par le CNL. Je crois que c'est très important ça. Et on a vu des libraires mettre en vitrine des livres de poésie. Alors moi, je suis assez âgé pour connaître la période antérieure. C'est-à-dire que quand tu disais un rayon poésie, il n'y en avait pas. Il y avait 3 bouquins. Je vous signale qu'un livre de René Char, je ne sais plus si c'est Nuit perdue, a mis, je ne sais pas, 15 ans pour être épuisé, alors que c'était à 1500 exemplaires. Oui, on a plein de chiffres comme ça. Donc pourtant, René Char est un très grand poète, hein, maintenant effectivement reconnu comme très grand poète. Et il n'y avait pas de rayon poésie. Dans les années 80, il y a eu un moment comme ça. Les gens avaient envie de voir autre chose que ce qu'on leur proposait tout fait, une consommation toute faite. Et à ce moment-là, les libraires non seulement ont mis en pile les livres de poésie, les ont mis en vitrine, ont fait des soirées poésie, c'est-à-dire faire des soirées poésie. En général, les poètes, ils ne signent pas, ils lisent. C'est eux qui ont introduit même... Bernard Noël est un des premiers d'abord pionniers dans cette affaire-là, puisqu'il se baladait dans la France entière pour lire de la poésie. Donc quand on faisait des signatures, lectures dans les librairies, eh ben, il y avait du monde et on vendait des livres. Hein, donc c'est étonnant quand même. Il y a une chose aussi que je voulais signaler, c'est que le CNL avait fait une étude de savoir comment sur la diffusion des livres, et on s'était aperçu, mais je ne sais plus si c'est le chiffre, si c'est 7 ou 8, on s'est aperçu qu'un livre de poésie, quand il était acheté, il y avait 7 ou 8 personnes qui le lisaient. C'est-à-dire que ça se diffusait plus que le roman, que le polar ou que n'importe quoi. Bon, un polar, on le donnait à 1 ou 2 personnes, mais la liste de poésie, alors là, il se transmettait de personne en personne jusqu'au moment où on le perdait, où quelqu'un le gardait, parce que ça c'est souvent. C'est bien ça. Moi j'ai prêté beaucoup de livres de poésie, je ne les ai jamais revus. Bon, mais en même temps c'est le jeu. Hein, donc la poésie effectivement, on a l'impression qu'elle circule sous le manteau, tu vois. Il y a peut-être même, je ne sais pas qu'il y a une honte, mais une peur de dire qu'on lit de la poésie, parce que c'est un genre très spécial. D'abord, on ne peut pas raconter. Ça relève de l'intime, mais c'est aussi difficile de raconter un livre de poésie. Va raconter ce livre-là. Tu vas me dire, oui, il est composé comme ça, le livre de Calafert, facsimilé, mais tu ne vas pas me raconter, donc tu vas me les lire. C'est fait pour être lu, un livre de poésie, hein, c'est pas fait pour être raconté, or qu'on peut raconter un roman. C'est ça que c'est très important, ça aussi. Quant à la critique de la poésie, qui était très très présente dans les années 80, il suffisait que François Bott, dans Le Monde, écrive un article sur Pierre-Albert Jourdan, grand écrivain qui est maintenant au Mercure de France. Mais à cette époque-là, Pierre-Albert Jourdan publiait ses livres lui-même. Il en avait marre de courir à l'édition. Il faisait de très beaux livres.
il y avait un article dans Le Monde, c'était diffusé tout simplement chez Chan, qui est un grand libraire parisien. Il s'était publié à 3 ou 400 exemplaires. En 1 semaine et demie, il n'y avait plus de livres chez Chan. Bon, je vous laisse rêver là-dessus. Ça veut dire que le cercle, pas des poètes disparus là, mais des lecteurs de poésie est bien plus important qu'on le croit. Et bon, alors peut-être que pour la poésie, il faut un peu mouiller la chemise, faire ce qu'on fait là, aller vers les publics et discuter avec eux. Peut-être qu'il y a un côté intimidant de la poésie, il faut peut-être aussi l'aborder, parce qu'elle remue la langue, parce qu'elle fait des choses à la langue, peut-être qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire, je ne sais pas, tu vois, il y a quelque chose qui est-ce que ça, ouais. Elle est parfois incompréhensible, ou comment on peut l'exprimer? Oui, on se heurte à un sens qui échappe, et ça c'est une des spécificités aussi de la poésie, elle peut sembler des fois complètement hermétique. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il faut tout comprendre de la poésie? Non. Est-ce qu'on peut se laisser porter par un sens qui échappe? Comment on fait quand elle résiste à ce point? Moi, je crois que c'est une très grande naïveté. Est-ce que parmi vous, il y en a encore qui croient vraiment que le lapin de Lewis Carroll est un vrai lapin? Par rapport à la poésie, je pense qu'il y a des poésies, c'est pas la poésie. Hein. On a compris qu'il y avait effectivement plusieurs mondes, et puis je dirais même qu'à l'intérieur même un poète a plusieurs livres, plusieurs façons quelquefois d'exprimer et d'écrire les choses. Et moi, quand je lis un livre de poésie, j'en lis très très souvent. Je me lance un petit peu comme je me lancerais dans le grand bain. Hein. Enfin, je me laisse aller à lire. En fait, je ne cherche pas tu vois, Martine, à comprendre quelque chose. Je me laisse porter par les mots. Ensuite, il y a une logique, il y a quelque chose, il y a des images, il y a un certain nombre de choses qui commencent à se former, qui n'est peut-être pas ce que voulait faire l'auteur, hein, mais je crois qu'il faut aussi dire que le lecteur, il a le droit de penser ce qu'il veut dans un livre et faire son chemin comme il veut aussi. Hein. C'est important. Il n'est pas obligé, il n'est pas là pour en rendre compte au poète en disant est-ce que j'ai bien lu ce que vous avez. Mais j'aime bien l'idée que le monde est tellement complexe et on se heurte tellement à des incompréhensions, cette absurdité que peut être la vie des fois, que je pense que la complexité du monde, voire l'absurdité de l'existence peuvent justifier aussi que la poésie nous échappe à certains moments. On ne peut pas tout expliquer, mais le monde, mettre à plat. On sort dehors, on va en forêt, plein de choses nous échappent au moment où on est dans la forêt. Enfin, on ne rendra pas compte, même une vie entière ne suffirait pas à rendre compte d'un centième de seconde de tout ce qui s'est passé dans une forêt. Ça nous échappe, on passe notre temps. Quand je regarde ce micro-là, je ne vous vois pas. Si je vous regarde en même temps, je ne vous vois pas tous en même temps. Donc quelque chose m'échappe là. Je suis en plein mouvement où il y a plein de choses qui m'échappent en même temps. La poésie, c'est pareil. Elle raconte elle essaye de nous mettre en situation de ce qui nous échappe, de nous faire sentir la multiplicité des mondes et tout ce qui se met en mouvement dans un seul instant. Ça fait partie du travail du poète. Il y a beaucoup de poètes qui ont écrit là-dessus. Hein, qui nous fait sentir, alors de la nature, mais ça peut être aussi la ville, ça peut être simplement la vue de son balcon, enfin, cette multiplicité. Et effectivement, plein de choses nous échappent, mais le poète les saisit comme quelque chose qui nous échappe, et ça peut être dans la langue que ça nous échappe, effectivement. Aussi, oui. Hein, mais le son, le rythme vont peut-être nous révéler quelque chose des images aussi qui peuvent être très fortes en poésie, peut nous révéler effectivement ce qui nous échappe. Quelque chose, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va nous échapper.
C'est pas un travail de maîtrise, la poésie. Oui, mais c'est ça qui est, c'est ça qui, enfin, qui à mon avis est plus fascinant dans la poésie. Alors, moi, je n'en démords pas. Hein. La poésie, elle n'est pas là pour expliquer le monde. J'appuie sur le bouton, mais ça n'allume pas. Parce qu'il est ouvert, parce qu'il est allumé. Éteins la tienne. Ah, Voilà. Bravo. Le monde s'explique. Mais c'est pas de la poésie. Je n'en démords pas. Pour moi, la poésie, ça ne doit pas m'expliquer quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'elle me dit. Il faut qu'elle me sauve. Je l'ai dit. Et je le redis, il faut qu'elle me sauve. Elle n'a pas besoin de m'expliquer le monde. Le monde, je sais bien, mon boulanger, le prix du pain augmente. Donc si un poète me dit le pain a augmenté, je soupçonne un traficotage quelconque. Je me dis, il y a de la manipulation dans l'air. Je suis un peu parano. Quant à la forme, Pan, Ding ou Daniel, 728 avant Jésus-Christ, etc., ont écrit ce même poème sur la même montagne, en la regardant tous les jours, de la même, du même pas, le seuil, etc., tous les jours, un peu comme certains calligraphes japonais peignent le même. C'est de la poésie. C'est aussi de la poésie. C'est qu'il faut que ça nous sauve. Il n'y a pas d'autre chemin. Tao. Donc la poésie revêt différentes formes, ça on est bien d'accord, hein, Jean-Louis l'a bien expliqué, c'est-à-dire qu'on a différentes façons de saisir le poème, de l'écrire, mais la véritable illustration du poème de ma vie, c'est qu'il faut qu'il me sauve. C'est tout. Tant qu'on ne se sera pas dit ça, tant qu'on traitera le poème à égalité avec le roman, le boulanger n'est pas content, et puis nous non plus, parce que le poème n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour me dire aujourd'hui le coiffeur, c'est plus ce que c'était, mon pauvre ami. Vous voyez, les voitures, ça a remplacé les calèches. Puis le téléphone. Non, ça, c'est pas l'affaire du poème. Ça ne veut pas dire que le poème doit s'interdire certains types de préoccupations. Le poème doit être ouvert sur le monde. Mais il faut qu'il me sauve. On ne peut pas simplement essayer de. Il faut qu'il me sauve. est-ce que tu nous lis Oui, on va lire un peu. Je commence par qui? Ah, peut-être par Jean Follin. Oui. Donc je vais vous lire un poème de Jean Follin, qui est un poète normand, mais ça ne nous dit rien du tout, qui surtout a influencé un autre grand poète, peut-être qui vous dira quelque chose, qui s'appelle Eugène Guivic. C'est un poète qui apparaît entre les deux guerres et qui va travailler beaucoup sur les objets et sur les choses simples de la vie, mais aussi qui va étonnamment, c'est simple et c'est complexe, Jean Follin, c'est ça que je voulais vous dire. C'est des textes simples, mais en même temps, ça met comme ça, en parallèle, plusieurs vies en même temps. C'est-à-dire, on parle d'un gobelet, on parle d'une tasse, mais on parle d'une dame aussi qui est au loin là-bas, on parle d'une chose. C'est une espèce de coprésence de tous ces mondes-là. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il fait sentir cette multitude, mais avec une simplicité, mais qui est feinte, parce que c'est extrêmement travaillé. Hein. Et donc je vous lis un extrait d'Exister, et ça s'appelle Mercerie. Ça existe en poésie Gallimard. Ça existe en poésie Gallimard, oui, tout à fait. Mercerie, ô néant, des percales à chimères, des bobines de fil, dont, dénudé, l'enfant fera son chariot des roues, des tresses et des galons, et sur la robe de la morte serviront de chemin tortueux aux fourmis aveugles à la beauté charnelle sous le soleil de midi. Tu me dis l'ordre, peut-être... Attends, excuse-moi, il y a Regarde. Peut-être Antoine.
Alors Antoine Aimaz est un poète dont Jamel vous a parlé, qui est un poète contemporain, qui est né dans les années 50, qui est un poète pour moi très important, car il a écrit pas mal de livres et ça, il a un monde, il a une façon d'écrire qui justement a conquis pas mal de lecteurs, on peut le dire. C'est un poète à la fois d'une grande simplicité et en même temps, dans l'écriture, mais aussi avec un ciselé énorme, avec une précision des mots et un monde tout à fait étonnant à lui. Et là, je vous lis un poème, un extrait de poème Carcasse qui remonte au tout début de ses publications, qui est publié évidemment chez Tarabus et qui est en 1991. Et on se disait tout à l'heure, il avait commencé à publier dans les années 86. C'est ça? Son premier livre est en 86. Poème, virgule Carcasse. Pour décoller de là, il faut des jours, tirer le corps plus loin, au bout du corps, avec un peu de chance, la main bouge, assez pour tirer le tout plus loin. Jusqu'à quand le corps, limite mal visible et su sur ses seins, poids dedans, poids dehors, et cette peau fine à terme, trop, on s'entend mincir. Encore un peu. On commençait juste Pas deux fois, pourtant on est en avant, on est devant soi tout le temps, on est vieux au bout, à l'œuf vieux. On recommence, quoi d'autre? Pour respirer, on ne sort pas de la cage, trembler continue du corps dans l'espace, respirer, après le souffle reste un peu l'armature, et c'est l'air de la langue qui parfois passe à travers les carcasses, les cages vides, et comme chante. Tu vas un petit bout de... Oui. Parce que comme ça, on a lu un peu du début, et puis c'est son dernier début. C'est le dernier. C'est le dernier livre d'Antoine Aimaz qui est publié l'année dernière, je pense. Non, en 2009. Le temps passe vite. Le ciel, une presse, on est debout, il n'y a plus d'air. Blessure sans fin plus loin dedans, à cœur, et d'un coup, ce goût âcre de sang qui remonte du fond de la source d'être. Ce qui n'est pas dit ne peut se dire ça. Un bloc d'ardoise tombé sur le jour et les yeux. Brusque brûlure qui laisse une traîne de cendre dedans, n'en finit pas de brûler. Jour terreux, comme s'il n'y avait plus beauté ou confiance possible, on se serre sur ce qu'il reste du cœur, sa mécanique dans la poitrine qui continue. Alors, peut-être Valérie Rousseau. Ouais. Hein? Alors, Valérie Rousseau, c'est un livre qui a été réédité de nombreuses fois et qui s'appelle Pas revoir et qui est sur la mort de son père et qui est un livre assez étonnant. Je dois dire, qui est un des très grands livres de poésie contemporaine. Et qui a été, Valérie a été, je l'appelle Valérie parce qu'on la connaît bien, elle a été reconnue par ce livre-là. On peut dire qu'elle c'est son grand livre, même si elle a publié d'autres livres très beaux. C'est aussi une langue très particulière. Je vais essayer de la lire, elle le lit bien mieux que moi. Et elle a un lectorat aussi. Oui, Elle aussi. Elle a un lectorat. Comme Antoine Aimaz, ce sont des poètes qui ont un lectorat, oui. Il dépasse le cadre du simple petit cercle. Hein. Toi, mourant, ment au téléphone, pectorat, pas voir papa.
Le train foncé sous la pluie dure pas, mourir mon père, ose te plaît, tant moi, me dépêche d'arriver, pas mourant rire, désespérer, père infinir, lever courir, main montre l'heure, somme à Vierzon dehors, ça tombe des grêlons, nous loupons, ça je l'ignore, passant Vierzon, tu es mort en cet horaire, pas mourir se plaît, infinir jusqu'au couloir blanc d'infirmière, jusqu'à ton lit comme ça, la loco poursuit vite, Villon, la part Dieu, jusqu'à ton front, c'est terminé, tout le monde dans la petite chambre, rien oublié. Un peu de gaieté. Non, ouais. Je suis désolée, mais je ne sais pas choisir. Oui, je ne sais pas choisir. J'ai remarqué que Martine avait choisi, pour vous faire du bien, que des livres sur la mort. Voilà. J'ai une bibliothèque très particulière. Oui, elle a une bibliothèque, comme elle nous dit, très particulière. Il s'agit des Sonnets de la mort. Bernard Noël, donc, on vient de fêter ses 80 ans. Bernard Noël est un des grands noms de la poésie, qui a une œuvre immense, qui est en train d'être rééditée chez POL en ce moment. On a des pavés comme ça. Et c'est aussi, Bernard Noël, une langue qui va traverser toute la modernité. Ne s'est jamais réclamé d'aucune école, il n'appartient à aucune école, il appartient à Bernard Noël tout court. Et en même temps, elle rencontre son écriture, sur la lit comme ça, au fur et à mesure de ses parutions, elle rend compte de tout ce qui a été les années 60 et 70 dans la poésie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'était un très très grand moment de bouleversement de l'écriture et de la modernité. Mais c'est aussi Bernard Noël, un poète penseur, on peut dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le rapport de la langue et par rapport à l'idéologie, par rapport aux pulsions, aussi par rapport au corps, puisqu'on peut dire aussi, qu'il est, dans les années 70, apparaît une poésie du corps. On pourrait dire que Bernard Noël en est vraiment le précurseur et même la figure la plus haute de la poésie qui aurait ce thème. Thème très 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 important dans les années 70. Moi je suis né dans les années 70, donc je peux vous dire effectivement, je suis né en poésie. Je suis né avant. Alors je vais vous lire un très beau texte, bon, je ne vais pas tout le lire, mais le début, Sonnet de la mort, qui a été publié aux éditions Ficile, petit éditeur tenu par un poète justement. Et puis il est épuisé et on le trouve dans la revue Moriturus. On le trouve dans la revue Moriturus. Oui, parce qu'il est plus... Qui a été publié aussi par l'édition Ficile. Ça va être repris chez POL. Et ça va être repris chez POL. Ils sont formidables. De l'eau, du feu, ils font cuire la tête, raclent la chair au couteau, et c'est un presse-papier, un crâne cru, boule acquis. Nous avons au cou coupé, ceux qui pan récoltent un trou, leur intériorité. Nous faisons du travail propre et ils crachent. Par les poignets au plafond, un poids aux pieds, ils branchent un fil sur la langue. S'ils crient, ouvrez la bouche, un coup de rasoir résumera les aveux. Morceaux de cervelle autour des têtes. L'œil est un encrier assez vite vidé. Nous traitons la peau à la pince. Grande soirée, une batte écrabouille le visage. Mais quoi, on ne prend que leur vie, rien de plus, tandis que nous. Donc encore dans la gaieté. T'as vraiment choisi. Non, mais je suis désolée. Mais j'en avais amené beaucoup d'autres. Oui, mais ça, c'est la dernière sélection. Est-ce qu'on peut parler? On va peut-être faire une pause parce que ça va être aussi terrible. Là, Oui, je sais. On a parlé de la poésie sonore tout à l'heure et du travail sur la langue. Il y a un poète qui me semble particulièrement important, mais que vous aimez
que vous avez salué vous aussi, puisque Jamel a consacré un numéro de la revue Triage à Gerasim Luka, et puis toi, c'est un poète que tu connais bien. On va l'écouter. Et donc on va peut-être écouter Gerasim Luka parce que c'est un poète d'origine roumaine qui est venu vivre en France dans les années 1960, à peu près, 50, 60, et 50, hein, et qui a écrit ensuite en français. La plus grande part de son œuvre poétique est en français. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la langue et sur c'est une écriture qui est dans le bégaiement, on peut dire, dans l'hésitation, face à la violence du monde et aux difficultés que l'individu peut avoir à trouver sa place dans le monde, si tant est qu'il puisse la trouver, en tout cas à la chercher. On va l'écouter, il est aussi dans le bégaiement, mais dans la relance, parce qu'à l'intérieur vous allez voir, vous allez écouter surtout, à chaque fois qu'il bégaye, du coup il y a des possibilités de sens et de mots qui arrivent. Hein, donc on va l'écouter, parce que ce sera beaucoup plus intéressant. Passionnément. Le pas, le faux pas, le pas, le pas, le mauve, le mauvais pas, le pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, passe, papa, passe, il passe, il passe, le pas du pape sur le pape du pas du passe, passi sur le pas, le passi, pisser sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa du pape, pisser en masse, passi, la passe, la basse, passi, la passion, basson, le bas, le pas, passion, le basson et pas, le basson, do, pas, do, passe, passion, do, ne passi, ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos passions, vos dominos d'or, c'est donc dommage. Ne domine pas, passe, passion, vos pas, ne dominez pas, vos passes, passion, vos pas, dévorant, ne dominez pas vora, dévorant, ne dominez pas vora ration, ne dominez pas vos passions, ration, ne dominez pas vos, ne minez vos nations, minez do, ne pas vora, vos passionnantes rations de pas, passion, minez pas vos passions, vos rationnants ragoûts de rat, dévorez-les, dominez pas cet avant-goût de ragoût, de pas, de passe, de passi, de pasigraphie, graphifi, de fifi, fénakisti, coco, fifi, fofo, fifi, photo, dodo, dominé, photo, mimé, fifi, photo, micrographier vos goûts, c'est tout chorégraphique, fifi, de vos dégâts, pas ça. Passion de gars, coco, kisticoga, les dégâts, pas, les papas, passion, passionné, il est né de la négation, passion, crachez sur vos nations, craque de la neige,
il est né passionné, il est né à la nage, à la rage, il est né à la nécronage, rage, il est né de l'année de la néga, crash, de l'année de la gapa, négation, passion, passionné, né passionnel, je t'aime. Je t'aime, passionné, t'aime. Je t'aime, passion, j'aime, passionné, émerger, mais j'aime, aimer, émerger, immersion, passion, passionné, je t'aime, passion, oh, passion, ma cracher sur les rations, ma terrible passion, passionnée, je terrible passion, je t'aime, je t'aime, aime, je t'aime, passionné, aime, je t'aime, passionné, je t'aime, passionnément, aimante, je t'aime, passionnément, je t'aime, passionné, je t'aime, passionné, je t'aime, passionnément, je t'aime, passionnément. Voilà. Alors, c'est Gerasim Lucas et Alors, Gerasim Lucas est un poète on va le trouver très connu dans le monde de la poésie, qui nous vient évidemment, comme beaucoup de poètes, il nous vient de l'étranger, de Roumanie. Il est arrivé en même temps qu'un autre type là, qui écrivait des rhinocéros, Ionesco. Et c'est des gens qui parlent une langue absolument incroyable et qui se servent de la langue comme d'un butoir, c'est-à-dire qu'ils violentent la langue et ils font passer toutes les affres politiques qu'ils vivaient à l'époque par cette espèce de prix. En même temps, ils sont libérés un petit peu de leur langue, puisque leur langue leur interdit, leur langue natale, enfin le roumain leur interdit toute prise de parole poético-politique. Ils se servent du français, et merveilleusement, on le voit, autant Ionesco que d'autres, enfin ils sont nombreux de cette génération à venir finir leur jour en France. À l'époque, c'était encore un peu permis. Et ils ont enrichi véritablement, non pas simplement le propos, mais également la langue elle-même. C'est-à-dire qu'on a assisté, un peu comme une expérience de laboratoire, un peu comme dans une cage, on a vu se lever des plumes nouvelles dans un oiseau qu'on appelait la poésie. Donc merci à Gerasim Lucas, merci à Eugène Ionesco et à tous les autres. Je vais continuer à vous lire des textes. Moi, j'espère ne pas bafouiller, justement. Je vais vous lire un texte de Bernard Étichaud, qui est aussi un peintre. Hein, donc, là, je suis moins 10 heures, mais je connais moins bien Étichaud. Il y a seulement un mois, si je partais par les champs en croyant que l'air libre m'aiderait à combiner les pensées des autres et les miennes, je revenais de ces chasses non la tête pleine d'idées, mais les poches débordantes de pierres, de racines, de mâche-fer. Rentré dans ma chambre, je posais chacun de ces objets sur ma table comme sur un autel. Maintenant, si je me penche sur les pierres ou les mottes de terre, ce n'est plus pour m'en emparer. Je les regarde, mais les laisse telles quelles sont, car les toucher, les déplacer, les altèrent. J'ai failli ramasser hier une feuille morte collée sur un sillon, mais il m'eût fallu emporter dans ma chambre le sillon tout entier pour ne pas déparer la feuille. C'est encore ce tronc d'arbre qu'on ne pouvait isoler du sol et cette ornière inséparable du chemin. Chaque chose faisait trop corps à chaque autre. Aussi combien de chemins, de sillons, de racines et de terre emmenai-je par mon souvenir pour les déposer dans ma chambre.
Cependant, arrivé chez moi, il me manque souvent quelque chose, et ce manque dépare toute ma collection. Je cherche ce qui me manque et pourquoi les choses se parent et se déparent subitement. Je cherche ce que j'ai oublié dans un champ ou sur une route, et je trouve qu'il me manque non un galet ni un arbre, mais la circonstance de leur vision, le rythme de la marche, la distraction surprise dans sa trouvaille, la tournure de la pensée, l'état, l'instant. Alors je m'en retourne au champ, chercher l'état que j'y ai oublié. Il n'y est pas, toujours resté. Je le retrouve parfois ailleurs, je ne le retrouve parfois nulle part. Les choses alors ne sont plus rien, les pierres sont vides et les sillons sont morts. Ils sont incapables de reproduire la circonstance, la surprise, l'état, l'instant ne se trouvent plus en eux. Certains ont mis des bruits dans des quatuors, d'autres du sable dans des tableaux, des pierres, dans des sculptures. Ils ont signé ces œuvres, ils ont signé les choses. Pour moi, ne devrais-je pas mettre mon nom sur les montagnes, au creux des golfes, au coin des champs? Ne devrais-je pas signer certains instants par lesquels je passe devant les choses? Merci. On a ça, oui, juste un dernier texte. Il y a un texte de Guy Viard. Tu nous en dis? Guy Viard est un jeune poète qui est mort en 2000 et qui a publié très peu de livres. Très peu de livres et qui a été découvert par un ami éditeur qui n'est plus éditeur, qui a arrêté, qui s'appelle Jean-Pierre Saint-Yves aux éditions Une. Et j'ai eu la chance, moi, de le connaître, Guy Viard, et j'ai eu la chance de lire ses poèmes quand ils sont arrivés aux éditions Une. Ah oui. Et Jean-Pierre Saint-Yves me demandait tous les étés de lire des textes, et je lisais à l'aveugle, donc je ne savais pas qui était Guy Viard, mais je ne regardais pas le nom. Et je me rappelle d'avoir fait une note de lecture dithyrambique sur Guy Viard, et j'ai eu la chance évidemment de le rencontrer et d'échanger avec lui. C'est un jeune poète qui est mort, qui n'avait même pas 30 ans, hein, donc quand il est mort, et qui promettait, et pour lequel les éditions Flammarion ensuite font beaucoup de choses, et beaucoup d'éditeurs, Ficile aussi évidemment, publient ses œuvres. Voilà, il nous manque beaucoup. Parce qu'aussi, je pense qu'en poésie, c'est une relation entre des hommes et des femmes, et je crois que moi j'ai été très ému de rencontrer ce jeune homme qui m'a beaucoup frappé. Donc il s'agit de June. Et puis l'histoire, la majuscule, c'est jamais qu'une forêt, qu'un débarras de grands hommes et de petits. C'est si facile, sa place dans la forêt. C'est fini l'histoire, c'est la forêt qui commence. Et je ne vais pas commencer à crier, à résumer, je ne vais pas m'offrir comme présent les chaînes de l'autre. Moi aussi j'ai fait mes sales découvertes. En amour, comme celle de ne pas aimer. Tu me l'as dit, c'est sale, c'est pas délicat, ça manque d'organisation. Tiens, c'est comme chez toi, dans tes pénates d'abruti. Ça voudrait aimer, ça n'est même pas meublé, ça met son hospitalité dans le coup d'œil à la belle du moment, ça la descend en flèche autour d'un verre, et ça rentre seul, ça tanne ses draps d'arriéré, comme un oiseau de proie fatale. Il y a 2 heures qu'il n'y a plus de becqueté, maintenant qu'un vieux pain domestique. C'est notre Don Juan rassis. Encore un petit poème de Calfer. Après, je voudrais bien qu'on boive un verre d'eau. Après, on arrête. Donc encore une fois au hasard. Page 144. J'hésite entre la 144 et la 145. Tu peux lire les deux. Les deux. Après, on boira après. Je les invite, mais j'aimerais autant qu'ils ne viennent pas.
Ils ont cru qu'ils n'allaient faire qu'une bouchée de moi, ça les a étouffés. J'ai tout eu, sauf ce qui me manque. C'est en mûrissant que je deviens vert. Elle ne pensait qu'à son plaisir, moi qu'à Racine. Ce fut donc une nuit inoubliable. Je les méprise, mais je sais pourquoi. Ça n'arrivera pas, c'est évident, mais on peut toujours espérer. Je reviens toujours sur mes erreurs pour refaire les mêmes. Souvenirs d'enfance, dégueulasses. Après tout, moi, ce que je vous en dis. En fait, je m'impose par inertie. Ma petite Anglaise de 17 ans avec ses taches de rousseur. Ça les a beaucoup touchés quand ils ont su que je leur laissais une petite somme rondelette. Surtout qu'ils ne s'y attendaient pas. Le dimanche d'après, ils sont tous venus sur ma tombe, avec une superbe plante en pot. Depuis, je ne les ai pas revus. Mais n'empêche, ça m'a fait plaisir. On a pris la même maison, le même jardin, les mêmes bêtes, la même chambre, le même lit, les mêmes habitudes. On a vu les mêmes choses. On a lu les mêmes livres. On a eu les mêmes soucis, les mêmes bonheurs, les mêmes chagrins. Enfin, chemin faisant, on s'est arrangé pour avoir la même vie. On ne les voit bien que si on les éclaire. Amoureuses, elles sont facilement obscènes. C'est toujours lui qui a l'affaire, qui parle. Eh bien, merci. Merci. Donc,